Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur notamment de l'Atlas géopolitique d'Israël, publié aux éditions Autrement. Vous organisez également le week-end dernier la 9e édition des rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer. Frédéric Ancel, au vu de la puissance, de la précision et de l'efficacité des frappes israéliennes depuis une semaine et l'attaque des beepers, Israël peut-il ramener le Hezbollah, selon vous, 20 ans en arrière en matière de capacité balistique de courte et de moyenne portée de l'organisation terroriste chiite ? Non, je ne le crois pas, parce que d'abord, le Hezbollah conserve pour l'instant la quasi-intégralité de sa balistique, enfin en tout cas des missiles les plus puissants, puisqu'il ne vous aura pas échappé que pour l'instant, il n'en a propulsé qu'un seul dans la région de Tel Aviv. Et pour l'instant, ce qu'il projette sur la Haute-Galilée, ce sont essentiellement des roquettes, donc ce sont des missiles qui ne sont pas à système de guidage. Alors ça ne veut pas dire que ça ne fait pas des dégâts, ça en fait. Mais d'une part, pour l'instant, les véritables engins extrêmement puissants dont le rayon d'action touche pratiquement la totalité du nord et du centre d'Israël n'ont pas été utilisés, donc c'est-à-dire qu'il les a à jour. Mais on dit qu'au moins 20% de ce stock aurait été détruit par les frappes aériennes israéliennes. Alors, une partie vraisemblablement a-t-elle été détruite. Le problème, c'est que d'une part, ce n'est qu'une petite partie, et d'autre part, l'Iran pourvoira au reste. Parce que vous imaginez bien que c'est pas le Hezbollah qui, dans ses caves et ses tunnels, fabrique ces petits missiles. Donc du coup, là, même si les Israéliens, ces dernières années, ont démontré une capacité assez stupéfiante d'ailleurs à toucher la voie d'approvisionnement du Hezbollah via l'Irak et la Syrie en provenance d'Iran, malgré tout, 20 ans en arrière, non. En revanche, je le dis d'un mot, je pense que l'objectif d'Israël, qui peut être atteint, je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas sa stratégie, ça c'est sûr, c'est de ramener le Hezbollah d'imposer au Hezbollah un cessez-le-feu, et notamment un cessez-le-feu derrière le fameux fleuve Litanie. Le commandant du front nord de Tsahal, le général Uri Gordin, a laissé entendre hier qu'une opération terrestre au sud-Liban était de l'ordre du possible. Elle vous semblerait logique, Frédéric Ancel, et dans la continuité des objectifs déclarés de Tsahal et du gouvernement Netanyahou pour cette opération Flèche du Nord ? Non. Elle ne me semblerait pas logique, pour deux raisons. D'abord parce que le front au sud n'est pas encore gelé et il n'est pas encore remporté, même si je vous le dis, et vous m'en êtes témoin, cher Steve, depuis 11 mois, de toute façon, le Hamas perdra la guerre sur le plan militaire, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Néanmoins, ce n'est pas ce qu'on appelle un arrêt des combats. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la géographie du Liban, du Sud-Liban, du Liban de manière générale, de la Syrie, bien sûr, où pourrait se retrancher une partie du Hezbollah, ce n'est pas la géographie de Gaza. C'est le moins qu'on puisse dire. Troisième point, j'en ajoute un, depuis maintenant 11 mois, depuis que la terrible séquence du 7 octobre a été ouverte, Israël a perdu plus de 1500 personnels. Et c'est vrai de civils, mais c'est vrai aussi de soldats. Aller à la chasse au Hezbollahi au sud du Liban pour repousser le Hezbollah derrière le Litanie, pourquoi pas, mais à quel coût humain? Je ne sais pas si ce coût-là serait supportable. Désolé, je le dis d'un mot, c'est une chose assez d'ailleurs spectaculaire. C'est une chose de faire exploser dans les poches des combattants du Hezbollah des téléphones portables et des talkie-walkie, mais c'en est une autre d'envoyer directement face à ces soldats qui sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus aguerris que ceux du Hamas, de nouveaux milliers de soldats israéliens, avec donc un risque inhérent qui serait tout à fait considérable. Quelles incidences une intensification des attaques israéliennes, qu'a confirmé d'ailleurs hier le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, pourrait-elle avoir sur la situation sur le front sud dans la bande de Gaza, à la fois sur le plan militaire, Frédéric Ancel, mais aussi sur la question des otages? Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne crois pas, bien sûr je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y ait mécaniquement lien entre les deux affaires, entre les deux fronts. Si vous voulez, ce n'est pas parce que le Hamas était assez largement inspiré de techniques, peut-être d'armes d'ailleurs aussi, de l'Iran et du Hezbollah, que le 7 octobre a eu lieu. Ce n'est pas par ailleurs parce que, mécaniquement, parce qu'il y avait la guerre au sud, que le Hezbollah a commencé à frapper Israël. Après tout, le Hezbollah déclare la guerre à Israël dès sa création en 82. Bon, là, on n'a franchement rien de très nouveau. Donc si vous voulez, les uns et les autres belligérants s'appuient respectivement ou mutuellement sur l'autre ou sur la défense prétendue de l'autre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un lien mécanique entre les deux fronts. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est exprimé sur cette crise, en particulier sur la chaîne NBC, avec, disons, un appui assez modéré à cette offensive israélienne. Le soutien diplomatique américain de l'administration Biden, qui s'est exprimé d'ailleurs hier devant l'Assemblée générale des Nations Unies, elle aussi aura ses limites, notamment si Tsahal décidait d'aller plus loin et d'envoyer son infanterie dans le sud Liban.
Non, je ne crois pas. Je crois d'abord que les présidents américains successifs, et on le voit aujourd'hui avec Biden, mais on l'a vu avec d'autres présidents américains, lorsqu'ils ne se représentent pas parce qu'ils ne le veulent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas se représenter, évitent en général de prendre une initiative diplomatique qui serait, ou militaire bien sûr, qui serait lourde de conséquences pour leurs successeurs. Et en cela, ce sont des vrais démocrates au sens évidemment générique et philosophique du terme. Et c'est le cas de Biden. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Hezbollah, c'est pas le Hamas, ou plus exactement, la lutte contre le Hezbollah n'implique pas, et heureusement d'ailleurs, autant de pertes au sein des populations que la guerre à Gaza. Et le Hezbollah, qui pour l'instant a été ciblé de manière extrêmement précise, même si malheureusement il y a beaucoup de pertes civiles libanaises par ailleurs, il a été ciblé en tant que groupe considéré par les États-Unis comme parfaitement terroriste. Il faut quand même se souvenir que le Hezbollah est directement responsable de la mort de 250 soldats américains et par ailleurs de 58 parachutistes français, venus en 83 et aider, protéger les populations civiles libanaises en pleine guerre civile. Donc le Hezbollah, ça veut dire quelque chose pour les États-Unis. Et puis dernier point, mais ça vous le savez, les Américains le savent ô combien, c'est la courroie de transmission de Téhéran. Et vous savez quels sont les rapports entre la République islamique d'Iran et les États-Unis. Alors j'allais venir à l'Iran, Frédéric Ancel. Le New York Times évoque aujourd'hui le dilemme de l'Iran. Comment protéger, préserver son affidé Hezbollah tout en évitant une escalade généralisée qui irait contre ses intérêts stratégiques? Qu'est-ce qui pourrait constituer, selon vous, un casus belli pour Téhéran? Ça sera une frappe sur Téhéran. C'est-à-dire que on voit que la République islamique est à bout de souffle. Je disais il y a quelques mois, le roi est nu. En avril, lorsqu'il y avait eu échange de missiles et de bombes entre l'Iran et Israël, à l'époque, l'Iran n'avait pas pu aller plus loin, non seulement parce que Israël avait répliqué de manière extrêmement forte, démontrant que l'espace aérien iranien était une passoire pour Tsahal, mais aussi et surtout que des États arabes, je pense à la Jordanie, mais des États arabes, mais également le Royaume-Uni, la France et éventuellement d'autres États soutenaient militairement Israël. Et regardez à quel point, depuis l'assassinat ciblé d'Haniyeh, l'ancien chef politique de l'ancienne branche politique du Hamas, aujourd'hui tout ça a été fondu, mais Haniyeh, quand il était abattu à Téhéran, c'était très humiliant. Et les Iraniens ont dit, ça ne va pas se passer comme ça, nous allons riposter. Bon, ils ripostent pas. Donc, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est que, je le dis souvent, je prends la métaphore de l'échelle dans la graduation des coups de force. Lorsqu'on me parle d'escalade, il y a forcément des échelons à cette escalade. Et les prochains échelons n'appartiendraient pas à l'Iran. Je veux dire par là d'un mot que si l'Iran décidait en protection du Hezbollah, ce qui, entre parenthèses, n'a pas fait en 2006. L'Iran n'a pas soutenu le Hezbollah pendant la guerre de 2006, je me permets de vous le rappeler. Donc, elle a reproché d'ailleurs à Nasrallah. Absolument, absolument. Et si l'Iran aujourd'hui devait intervenir massivement en faveur du Hezbollah, il risquerait de perdre ses dernières raffineries et plusieurs zones portuaires absolument vitales pour son économie dans le détroit d'Ormuz. Donc ça, je ne crois pas que la République islamique d'Iran va soutenir le Hezbollah au-delà du raisonnable. Une dernière question, Frédéric Ancel. L'information est tombée il y a 1 minute. Sahel annonce la mobilisation de 2 nouvelles divisions de réservistes vers le front nord. Votre réaction ? Je pense qu'on est dans ce rapport de force où, pour l'instant, Israël est à l'offensive et vous connaissez l'un de mes adages, démonstration de force vaut force. Ce n'est pas parce que vous dites quelque chose que vous allez nécessairement employer ce quelque chose. Donc ce n'est pas nécessairement le prélude à l'intervention terrestre dont nous parlions tout à l'heure? Non, c'est possible, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas vraisemblable. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous en direct sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur notamment de l'Atlas géopolitique d'Israël, paru aux éditions Autrement. Bon après-midi à vous.